Donc bonjour, bienvenue à ce webinaire sur les challenges de l'automatisation dans le cloud. Donc cette tribune d'experts a été présentée aux universités du CRIP en 2023. Donc je serai votre animatrice et du coup le présentateur sera donc José da Silva, qui est expert en automatisation depuis plus de 30 ans. Il a piloté des dizaines de projets d'automatisation à la fois dans des petites, moyennes, grandes entreprises de tout secteur. Donc membre du CRIP depuis 2012. Voilà, donc fort de ces échanges avec nos 3000 clients, il va vous présenter aujourd'hui les résultats de ses recherches en matière d'automatisation dans le cloud. Donc pour des petites questions logistiques, vous pouvez poser vos questions dans le chat, on y répondra en fin de section. Et donc la session est enregistrée, sera rendue disponible sur notre site et vous aurez une copie de la vidéo par email après ce webinaire. Voilà, donc je laisse la parole à José donc sur les challenges. Laetitia. Merci Laetitia pour l'introduction. Donc, alors, je change mon slide. Bon, alors, nous allons parler du cloud aujourd'hui et quel est donc l'impact dans le monde de l'automatisation. Alors, juste pour resituer le cadre, le monde a changé. Le monde change. On est dans un monde conflictuel. La géopolitique est extrêmement changeante. Les entreprises sont attaquées de toutes parts. Hein, la cyberdéfense est un sujet d'actualité que tout le monde entend dans tous les colloques. Et donc, le travail de la mission de l'IT, c'est de protéger le business de l'entreprise. Hein, il faut qu'elle protège l'entreprise contre tous ces événements d'agressivité extérieure et parfois même intérieure pour se protéger parce que l'IT aujourd'hui est une pièce maîtresse du business, des métiers sur lesquels ils ne peuvent pas exécuter ne serait-ce que leurs tâches au quotidien. Et pour cela, l'IT, elle doit changer, elle doit s'adapter très très vite avec en termes d'outils, en termes d'organisation, en termes d'éléments de partenaires pour faire face à ces défis qui sont extrêmement difficiles à gérer. J'ajouterais aussi que l'IT aujourd'hui, elle doit contribuer à la politique RSE de l'entreprise par le biais du numérique responsable. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir ignorer cette partie-là. Hein. Je donnerai juste un élément par la suite qui le justifie. Alors, donc, le principe, si vous voulez, c'est que face à tout cela, le cloud est une des réponses pour l'IT, pour se prémunir face à toutes ces attaques, à tous ces défis qui l'entourent et qui s'intensifient. Donc, la première chose qui fait que le cloud, finalement, il n'est pas si adopté que ça en Europe, même si on est déjà aux alentours de 30%, versus les États-Unis, où ils sont plutôt à 50-60, et en Asie, où il n'y a pas de frein. En Europe, en fait, on est en attente par rapport à la notion de souveraineté. Il y a des négociations en cours. 57% des clients nous disent qu'ils attendent une clarification pour y aller franchement. Ça, c'est une première information qui est extrêmement importante. Il y a aussi les technologies, si vous voulez. Aujourd'hui, aller dans le cloud avec des technologies legacy, on a une stack technologique avec différentes strates, et c'est pas forcément simple de les emmener dans le cloud d'une manière efficace. Et puis également, pour faire face aux défis que vous amènent les métiers, le cloud est une réponse en termes d'organisation. Les métiers, les heures d'ouverture sont beaucoup plus larges. Les organisations travaillent de la maison, travaillent du bureau, c'est multi-géographie, multilingue. Enfin, ça devient, ils ont des contraintes eux-mêmes métiers de plus en plus fortes. Donc, le cloud est une des réponses
à toutes ces contraintes-là que vous allez rencontrer sur les évolutions qui sont déjà là, et ça risque de s'accélérer encore par rapport à des situations, dirais-je, d'avant le Covid, on va dire. Alors, le cloud public, le cloud privé, cloud hybride, tout ça, aujourd'hui, chaque entreprise a fait un pas, forcé ou voulu, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le cloud native. Aujourd'hui, les applications, elles ont été écrites, la plupart, donc pour des environnements figés, on-premise, où on mettait des architectures en place, taillées pour la partie la plus gourmande, le besoin le plus important. Aujourd'hui, les applications, quand on va dans lift and shift, on fait du lift and shift, du move to cloud, ça peut être que temporaire, parce que ça coûte beaucoup trop cher et c'est pas efficace, c'est pas performant, et on va avoir des problèmes de sécurité, on va avoir des problèmes d'interopérabilité, etc., etc. Donc, l'idée, c'est l'adoption des nouvelles applications, elles sont toutes cloud natives, les plateformes que les métiers choisissent, et les autres applications, donc, soit elles passent en SaaS, il y a des éditeurs qui proposent du SaaS, qui est une marche avant de passer en PaaS, et idéalement, la plateforme, le PaaS. Le SaaS étant du lift and shift, souvent, sur une architecture monotenante au service d'un client. Voilà. Et ça coûte une fortune aux éditeurs, ça ne durera pas. Voilà. Et que ce soit sur le cloud public ou privé, de toute manière, 71% d'entre vous nous ont dit que je garderai mes données sensibles chez moi. Donc, il est là pour durer. Et donc, on peut faire des combinaisons entre du public et du privé. Ça marche très, très bien. Tout est mobile et il faut juste en prendre conscience et le gérer. Une fois qu'on a dit ce que c'était que le cloud native, juste une enquête qui a été menée là, qui est toute fraîche par PAC, Pierre Audion Consultant, par rapport chez des clients qui nous disent finalement on est tous plus ou moins dans le cloud, mais ce qui nous y a amené principalement, c'est les outils technologiques. Alors les outils, c'est quoi? C'est ServiceNow 2004. Salesforce, c'est une application 1999 et toutes les applications aujourd'hui, tous les nouveaux outils DevOps, CICD, c'est cloud. Donc, ça marche. Et pas à remettre en cause le cloud, c'est un non-sujet. C'est pas, en rouge, j'ai surligné, c'est pas finalement les coûts qui font, la réduction des coûts qui font qu'on va dans le cloud. Elle arrive en 5e position. Donc, ça veut dire que un point intéressant, c'est que quand on va dans le cloud, on cherche aussi à réduire les coûts, et visiblement on y arrive, pour certains en tout cas, mais c'est pas ce qu'on cherche en premier. La deuxième le deuxième chiffre qui sort juste après les applications là, c'est les applications, pardon. Après les outils, c'est les applications. Donc, c'est les métiers en fait qui tirent le fait d'aller dans le cloud aujourd'hui en 2e position. Et le time to market en position 3, ça c'est le podium. Ça va beaucoup plus vite. On prend une application, on la paramètre en 1 semaine, 3 jours, et puis ça marche. Un outil, c'est 24 heures aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que je voulais partager sur vos retours. Donc maintenant, dans le cloud, il faut y aller. Et ça, alors, est-ce que c'est facile d'y aller? C'est pas forcément simple, mais c'est pas non plus ultra compliqué. Il y a le fait d'aller vite dans le cloud. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va y chercher tout de suite la sécurité. La sécurité, c'est le PRA, PCA, c'est lui qui s'en occupe. Vous n'avez plus à gérer. Donc vous avez le PCA par défaut avec du cloud. Ça, c'est pas rien. Aujourd'hui, ça coûte une fortune pour en faire un. C'est quasiment infaisable en fait, quand on est en data center. Et la cyberdéfense, c'est le cloud qui vous l'amène. Il n'y a aucune entreprise qui est capable de mettre la même cyberdéfense en place que des applications cloud aujourd'hui. C'est devenu tellement compliqué, ça demande des investissements tellement énormes que le cloud vous l'amène par défaut. Et ça, c'est ce qu'on paye aussi. Quand on dit c'est cher, mais ça, on l'a pas en premise. On en est loin, on n'a pas de PCA, on n'a pas de cyberdéfense. Deuxième point, les nouvelles applications. Donc, les nouvelles applications, elles arrivent dans le cloud toutes. Donc, ça vous y amène
quelque part de force, hein, parce que les business choisissent leurs applications, ils disent voilà, donc accompagnez-les, ne faites pas de résistance parce qu'elles sont scalable. C'est-à-dire qu'une application aujourd'hui pour le marketing, pour beaucoup de métiers qui gèrent pas mal de données, les données explosent et le cloud est fait pour ça, pour être scalable. Hein, on fonctionne plus comme en on-premise, vous taillez un environnement, comme je disais tout à l'heure, et puis quand on touchait les limites, c'était fallait refaire un projet, et donc des semaines voire des mois. C'est plus possible. L'accélération de la modernisation des applications, autre point. Donc, quand on ne prend pas une plateforme, mais qu'on prend l'application, qu'on la réécrit, si vous voulez, la réécriture prend du temps, mais il y a des outils pour ça, de plus en plus, le low-code, etc. Mais surtout le testing. Et les testing et la validation. Avec le cloud, ça va beaucoup plus vite et ça coûte beaucoup moins cher. Pensons comment on faisait avant dans l'ancien monde. On dimensionnait une architecture pour faire des tests. Ça prenait des semaines, des mois, c'était un coût, on provisionnait des serveurs, on ne testait que partiellement et on faisait une série de tests. Et puis pour remettre tout ça, rafraîchir à zéro, ça prenait encore une semaine ou voire plus. Donc les tests, on les faisait comme on pouvait, il y avait de l'empirique, etc. Donc aujourd'hui avec le cloud, tout ça, ces verrous-là ont sauté. Hein, on peut faire avec du serverless, du test à la volée, à grande échelle, à des coûts maîtrisés. Et puis le quatrième point, aller dans le cloud, la gestion de l'empreinte carbone, hein, puisqu'il faut absolument la gérer, cette empreinte carbone. Si on est on-prem, gérer, il y a des outils qui existent, mais quand on commence à avoir des environnements un peu partout, un peu dans le cloud privé, un peu dans le cloud public, etc., ça devient très compliqué. Donc, parce que c'est votre responsabilité de mesurer. Hein. Donc, quand vous êtes cloudifié au maximum, eh bien, eux, ils ont des outils et vont mettre ces données-là à disposition nativement. Hein. Et par contre, vous êtes responsable de l'utilisation et de ce qu'il en sort. Hein. Bien entendu, ça ne vous décharge pas de l'empreinte carbone. Hein. Et donc là, vous allez avoir tout de suite les bons outils avec l'arrivée du cloud. Alors, pour aller dans le cloud, il y a des outils aujourd'hui, il y a des technologies qui vous aident à adopter le cloud plus rapidement. Quand je parlais de réécriture tout à l'heure, par exemple, le low-code, couplé à l'IA générative, permet de réécrire aujourd'hui des applications à 80% en automatique. Ça, c'est la révolution de l'IA générative. On en fait, en ce moment, c'est la une des journaux en permanence, hein, mais pour l'IT, ça, c'est la vraie révolution. Ça va vous écrire vos codes et ça crée même des scripts. Coupler les deux ensemble, c'est une vraie révolution du côté développement. Hein. Il y a eu le cloud côté architecture, côté dev, c'est le pendant. Hein, pour moi, c'est vraiment l'innovation majeure qu'il faut retenir. Évidemment, les applications, quand elles vont sur des plateformes, elles vont aussi s'appuyer sur des bases de données cloud natives, c'est-à-dire des bases de données qui vont être ultra performantes comparées à vos bases de données qui sont sur des serveurs chez vous. Hein, on va multiplier par 2 la performance, des fois 3, ça va beaucoup plus vite, si vous voulez. Il y a la puissance du cloud, elles ont été ré-ingénierées et surtout réadministrées par rapport aux contraintes du cloud. Donc il y a quand même pas mal d'évolutions. Hein, les éditeurs disent pas tout. Et on va chercher de la puissance dans le cloud et de la scalabilité sur la donnée. Ça, c'est super important. Il y a les solutions d'automatisation de process ou d'IT, elles existent déjà au cloud native. Il y a tous les nouveaux outils, et même déjà ceux qui sont plus un certain temps, dans le mode DevOps, par exemple, DevSecOps, hein, tout ce qui est Puylog, etc. Tout ça, c'est cloud. Hein, et tous les nouveaux outils seront cloud. Donc, il n'y a pas, ce sera difficile de trouver des excuses à des freins technologiques pour dire ah, on n'a pas ce qu'il nous faut. Non, tout est disponible avec des niveaux de maturité un peu différents, mais globalement, il y a déjà quand même 30% des clients et outre-Atlantique, énormément de clients qui ont fait le pas et ils ne reviennent pas en arrière. Hein. Sinon, s'il y avait des problèmes techniques, on aurait vu des courants inverses. Le coût du no-cloud, c'est-à-dire là, on réfléchit de manière inverse. Je veux pas y aller, je préfère rester dans le on-premise. Ok, voilà l'impact que ça va avoir. La sécurité, aller vers le PCA, vous n'en aurez pas. La cyberdéfense, vous oubliez. Pas d'accès, en tout cas au niveau du cloud. Vous oubliez, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais arriver au niveau du cloud, vous n'y arriverez pas. Alors, le MFA va généraliser, par exemple. Hein. Ça, si vous n'êtes pas une application cloudifiée, ça va être compliqué de le mettre en place. Hein. L'accès à l'IA, c'est pas possible. La mobilité, il n'y en a pas. Alors justement, c'est un point peut-être que je vais développer le plus ici. La mobilité, c'est quoi?
tout le monde s'est plaint, depuis 30 ans, se plaint. Les applications ne sont pas portables, je suis lié au constructeur, c'est un système propriétaire, je suis coincé, je suis toujours sous ces forces codines, etc. Pour peut-être la première fois depuis l'avènement de l'informatique, vous devenez complètement constructeur agnostique. La mobilité, une application écrite en container, elle est complètement mobile, elle n'est pas liée plus à un constructeur qu'à un éditeur, et c'est complètement mobile d'un cloud à l'autre, privé, public, peu importe. Et là, ça, c'est vraiment une notion de liberté qu'on a pris qui va aider à adopter le cloud encore plus fort, puisque ça va mettre la pression sur les providers qui vont perdre un client en quelques heures, quelques jours. Ce qui n'était pas possible avant, si vous voulez. Hein, cette mobilité, elle n'a jamais existé à ce stade-là aujourd'hui. C'est une révolution. Pas de scalabilité. Bon, là, évidemment, la gestion de la data, juste un focus data. La data, la croissance est exponentielle. Toutes les études montrent que ça va être décuplé dans les mois, les années qui viennent. Avec la 5G, vous allez récupérer de la data de tous les côtés, de vos produits, de vos clients, etc. C'est ingérable on-premise. C'est-à-dire qu'il faut la scalabilité du cloud, la capacité élastique de pouvoir gérer des quantités de données énormes de manière différente en fonction du type de données pour pouvoir en tirer de la valeur. Évidemment, si vous restez on-premise, vos applications on-premise, eh bien, elles vont évoluer beaucoup plus lentement que celles du cloud. Et là, je suis à l'aise pour en parler. Enfin, je suis légitime. Je suis un éditeur. On investit beaucoup plus sur la solution cloud qu'on-premise. Donc, la dette technique va augmenter. Et puis, les coûts risquent d'augmenter aussi sur l'on-premise versus cloud. Donc, à avoir à l'esprit, voilà, vous pouvez rester on-premise, mais sachez que voilà les quelques points, il y en a d'autres, hein, que vous allez devoir gérer dans un avenir relativement proche. Donc, pour aller dans le cloud, il faut automatiser. Ça, c'est le pendant. On ne va pas dans un cloud en étant moyennement mal automatisé ou pas du tout. Bon, c'est assez rare, mais il faut l'avoir à l'esprit. Parce que le cloud nécessite une unification. Il y a des outils pour ça. Je prends l'orchestration, par exemple, hein, des ressources. Bon, je vais citer un produit qui est très connu, c'est Terraform. Quand on est en hybride, multi-cloud privé, public, data center, il existe des outils, il faut être unifié. Si vous n'êtes pas unifié, vous ne maîtrisez pas la gestion de vos coûts, le FinOps. Hein, parce que là, à un moment donné, il faut mesurer. Dans le on-premise, on ne mesurait pas une archi, le fonctionnement. On surveillait, on supervisait les archis, mais on ne gérait pas leurs coûts. Une fois qu'on avait acheté, on amortit le matériel sur 3 ou 5 ans. Le cloud, on paye au moins le mois, c'est une consommation. Donc là, il va falloir mettre dès le départ et pas faire l'impasse là-dessus. Hein. D'ailleurs, il y a une stat, là, pareil, dans la même étude qui sort, il n'y a que 25% des clients qui sont dans le cloud qui l'ont fait, la mise en place du FinOps. Et comme par hasard, eh ben, ces 25%, ils trouvent que le cloud est au même prix ou à peine plus cher que le on-premise. Et tous les autres, ils disent, ah, ça, les coûts ont explosé, etc. Oui, parce que c'est pas géré, tout simplement. Et ça, c'est pas négociable. Il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Et quand on va dans le cloud, troisième argument, c'est d'automatiser. Parce que le FinOps, par exemple, si on n'automatise pas l'arrêt de ces machines, ça va coûter cher. Donc, il faut automatiser d'abord l'IT, les process IT, d'accord? Et ça va être une chaîne d'automatisation de bout en bout, cloud et non cloud, parce que dans le cloud, on n'y va pas en une nuit, hein, ou en quelques heures. C'est un projet avec des étapes et c'est un move to cloud sur des fois plusieurs années. Et l'automatisation des process métiers. C'est-à-dire que si on n'automatise pas correctement ses process IT, on ne pourra pas automatiser ses process métiers. Voilà, ça c'est un préalable. Et pour automatiser ces process métiers, il faut qu'on APIse les applications. Donc, les nouvelles, elles le sont par défaut, mais les anciennes, il faut les APIser. Et quand elles ne le sont pas, il y a ce qu'on appelle la RPA, donc Robotic Process Automation, qui permet de pallier à l'absence d'API. C'est ce que j'appelle l'automatisation du dernier kilomètre, voilà, qui va permettre d'aller dans le cloud et de travailler dans le cloud correctement en ayant à peu près un contrôle sur les coûts et de la performance. Je vais même vous donner une vraie situation. Un client qui a emmené, même en Move to Cloud, un lift and shift, une application, les utilisateurs ont trouvé que c'était plus la même application. On leur a dit, ben, on a été dans le cloud. Oui, mais ça répond 3 fois plus vite. Donc, même dans des applications legacy, on gagne de la performance sans rien toucher. Voyez. Alors, c'est un coût, mais
Et comme il dit, le coût, je le justifie, j'ai fait 3 fois plus. Je fais 3 fois plus vite. Les utilisateurs, ils ont l'impression qu'on a réécrit l'application. Alors qu'ils n'ont rien fait du tout pour l'instant. Elle est en cours. Voilà, donc là, l'unification, ça c'est fondamental. Alors, quelques pièges à éviter. Vous avez, par exemple, d'utiliser les outils legacy pour automatiser dans le cloud, hein, prendre l'ordonnanceur qui a 15 ou 20 ans et pour utiliser. Non, vous allez pouvoir le faire, oui, vous allez scripter, vous allez écrire des petites usines à gaz, vous allez avoir un geek qui va vous faire un truc super, ça marche. Hein. Un PowerShell, on y va. Hein. Il y a les rois du PowerShell, sauf que là, bah, vous avez créé de la dette technique, ça va être ingérable, il n'y a que celui qui l'a fait qui sait comment ça marche. Et ça va être très compliqué, vite très compliqué. Et puis vous allez toucher les limites et pas de sécurité. Donc, prenez un outil plutôt cloud pour faire le cloud et qui embrasse le legacy et faites mourir tranquillement celui du legacy sur les applications qui sont être écrites et qui vont mourir, par exemple. Deuxième point, dans l'on-premise, on parlait beaucoup de règles. Dans le cloud, on ne parle plus de règles, on parle de normes. Les règles, c'est dur, c'est rigide. Le cloud, il faut que ça aille très vite, il faut que ce soit agile. C'est le contraire de l'agilité. Donc, il faut parler plutôt de normes, de bonnes pratiques, hein, et que les gens vont adopter parce qu'elles sont simples, elles sont bien comprises et qu'on va utiliser au quotidien et à la fin même sans apercevoir. C'est-à-dire que faire de l'informatique dans le cloud, ça va devenir une gymnastique qui va rentrer dans nos mœurs. C'est pour ça que les jeunes eux qui sont nés dans le cloud, mais ils prennent ça beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont pas à se défaire de l'ancienne culture. Voilà, en 2 mots. C'est un raccourci, mais ça le mérite, je voulais le dire. Donc, sinon, par exemple, automatiser un process en ignorant le cloud. Je prends mon outil cloud et puis je fais que ce qu'il y a dans le cloud, puis ça s'arrête parce qu'il y a encore un bout de l'autre côté. Non, il faut que l'outil soit possible et c'est possible de le faire. Il faut toujours continuer à raisonner, mais top to bottom que l'inverse, hein, du cloud vers le legacy, que le legacy vers le cloud. Le pipeline, bah évidemment, les outils DevOps, bon, bah, pareil, eux aussi doivent intégrer les parties legacy, et c'est possible. Hein, il y en a, ils disent, je ne veux pas s'embêter avec ça, bah non, ça ne marche pas, c'est pas fait pour, etc. Non, non, c'est possible. Il faut que ce soit absolument bien géré, c'est pas simple, mais c'est possible. Hein. Et puis les interfaces, à continuer à gérer les interfaces avec des scripts. Non, là, à un moment donné, on doit travailler par les API. Il y a plusieurs façons, c'est un sujet que je vais traiter dans mon prochain webinaire, hein, de s'en affranchir le plus possible et de rentrer dans l'esprit du cloud, l'interopérabilité via API au maximum du possible, qui va être sécurisé. Alors, pour aller vers le cloud, donc il existe des plateformes d'automatisation aujourd'hui prêtes, qui sont même disponibles dans le cloud, hein, comme notre plateforme Opcode, qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités aujourd'hui nécessaires, mais qui continuent d'évoluer. Hein. Dernièrement, on a rajouté les RPA, le transfert de fichiers, la centralisation des scripts. Il y a une gestion collaborative pour travailler, parce que dans le cloud, comme je disais tout à l'heure, ça amène d'autres organisations. Hein, donc, on a la maison, on travaille à plusieurs sur un projet, on se voit plus. Donc, c'est les outils qui vont compenser les réunions hein, qu'on peut plus faire, hein, ou qui sont beaucoup plus courtes, etc., etc. La deuxième qualité qu'on va demander à une plateforme d'automatisation, c'est son interopérabilité. Il faut qu'elle soit dans le cloud, OK, mais aussi dans le legacy. Donc, tous les connecteurs en gris, ils sont là. On peut se connecter en low-code aux applications. Hein, quelqu'un qui ne connaît pas l'IBMI ou même un Z, il pourra en faire très facilement parce qu'il y a des couches d'abstraction technologique qui permettent jusqu'à la ligne bleue, la web service, où en quelques heures, on peut faire un nouveau connecteur par API à partir du moment où on a les standards. Donc là, Laetitia va partager, on a l'Innovation Lab hein, qui s'enrichit, dirais-je, presque semaine par semaine, avec des nouveaux connecteurs développés par nous et par les clients, j'ai envie de dire paramétrés, et qui permet d'enrichir l'interopérabilité. Ça prend des proportions intéressantes. Donc tout ça pour gagner du temps et pour avoir accès à de l'API, de l'interfaçage API sur étagère. Elle doit être évolutive, cette plateforme. C'est-à-dire que régulièrement, on va dire tous les ans, il faut quelque chose de nouveau qui vienne lever les freins à l'automatisation. Et il y en a eu, hein, donc il y a un hyperviseur, ça c'est la base. Hein, on travaille en mode proactif hein, dans le cloud, c'est fini la réactivité. Le portail d'automatisation qui permet d'amener l'automatisation chez tout le monde, de leur rendre l'autonomie à n'importe quel type d'utilisateur. Le transfert de fichiers, puisqu'on est dans la data, et la data est au cœur
du SI est dans le cloud, donc ça fait partie de la plateforme, hein, c'est d'une évidence, ça a pu être d'un outil à côté. Pourquoi gérer encore un autre outil à côté? La RPA pour le dernier kilomètre qu'on vient de lever, là, qui est arrivé dernièrement, par exemple. Et puis la gestion collaborative deploy qui permet de revenir en arrière très facilement avec un clic de souris. Hein. C'est la marche arrière sur une voiture. Hein. Donc on est toujours en situation de revenir à un état stable très rapidement sans être un expert, intégré dans les plateformes d'automatisation. Ça paraît tellement évident, mais voilà. Et il y aura d'autres solutions qui vont arriver. Suivez mes webinars qui vont enrichir cette plateforme au fil des mois qui viennent. C'est prévu pour continuer à casser les silos d'automatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, vous avez 5, 6, 7 produits. Des produits internes liés au corps, des produits pour les infras, des produits pour, etc. Bon. Donc, ça va aller en diminuant pour aller vers une plateforme hein, administrée, sécurisée centralement et qui permet de traiter un process de bout en bout et de le rendre lisible surtout et modifiable sans risque. Voilà. Alors, autre point, pardon, cette plateforme, elle doit être complètement sécurisée. Donc, le cloud, comme je disais tout à l'heure, amène la sécurité par défaut. Donc là, j'ai les deux, hein, j'ai on-premise et à droite, j'ai la plateforme, l'architecture cloud, sous orchestrateur Cube, donc complètement mobile, complètement sécurisé par défaut, hein, et qui amène un grand nombre d'avantages par rapport à la partie, on va dire, legacy, hein, installée sur un serveur virtuel, très bien, avec un cluster applicatif qui assurait la redondance, etc., où vous pouvez déjà repartir au job près, à la tâche près, mais le cloud rend tout ça transparent. Alors, et donc nos clients qui ont déjà basculé hein, depuis maintenant 18 mois utilisent notre architecture cloud, hein, en cloud privé d'ailleurs, ou Azure, peu importe, hein, ou Amazon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ben, ils ont plus de PRA, ils ont plus de cluster applicatif à gérer, ils ont plus à patcher le serveur en matière de sécurité. Et Dieu sait si en ce moment il faut les patcher assez souvent, hein, puisque l'OS est au niveau de l'orchestrateur. On n'a plus que l'application et la montée de version a été divisée en termes de temps par 3 ou 4. Et à terme, ce sera continu. Vous voyez, donc il y a des avantages à commencer à adopter et ils n'avaient pas des super compétences. Hein, ils ont appris, on les a éduqués. En fait, c'est plus de l'éducation que de la formation quelque part, hein, parce que ça reste de l'informatique. Hein. Donc, les résistances, elles sont plus la peur que la technologie en tant que telle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont amené le cloud à le rendre accessible. Hein. Et évidemment, une formation, une personne qui connaît et qui vous accompagne, et derrière, ça se gère, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Voilà, n'écoutez pas tout le temps les vrais spécialistes qui vous disent oulala, etc. Bon, si vous n'avez pas le temps, ils vous font tout. Mais globalement, voilà, c'est à la portée quand même d'un grand nombre hein, d'informaticiens. Donc le cloud, bah, c'est aussi une projection sur l'avenir. Et moi, je vais vous parler de l'avenir, mais aujourd'hui. Cette architecture-là, donc à base de containers donc global, hein, donc applicative, liée et qui a été appliquée jusqu'à l'automatisation, j'ai envie de dire, c'est un très gros client basé au Canada, qui a plus de 10 000 serveurs et qui est en train de moderniser son architecture, hein, qui réécrit beaucoup de logiciels et qui va foncièrement utiliser la stack Azure, hein, qui utilise la stack Azure déjà avec plus de 3 4 000 serveurs aujourd'hui et qui, dans son parcours de modernisation, fait beaucoup de tests, fait beaucoup de re-engineering et a complètement rendu cloud native CI/CD en utilisant notre application. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir instancier à la volée des moteurs d'automatisation avec des scénarios pour tester des applications en mode serverless. Dès que c'est fini, ça s'éteint, ça disparaît, donc à coût maîtrisé, et ça sans limite de sécurité, de droit, enfin, par exemple, il faut avoir les droits, mais sans limite, on va dire, d'architecture. Donc ça leur donne une capacité d'accélération et de qualité dans leur projet assez bluffante. C'est ce qu'ils nous disent. Et évidemment, on les a aidés à s'interfacer avec toutes les stacks Azure, hein, Active Directory, Azure Data Factory, Azure Key Vault, et même
notre application étant complètement mobile, mais vraiment cloud native, ils peuvent utiliser notre application sur des stacks Azure, mais sur OpenStack, OpenShift. Comme ça, ils peuvent passer de l'un à l'autre. Si Microsoft joue pas le jeu, on peut basculer de l'autre côté. Alors pas 100%, mais avec les outils. Mais globalement, ils se sont rendus indépendants au maximum des fournisseurs en étant sur une architecture cloud propriétaire ou une architecture cloud complètement open. Hein, et ça, c'est aujourd'hui, ça marche. Donc, voilà votre trajectoire. J'espère, vous y serez dans 3, 5 ans, 7 ans, 10 ans pour les derniers, mais globalement, tout le monde va aller vers ce type d'architecture. C'est la cible à atteindre, même si on n'a pas des milliers de serveurs. Hein, je veux dire, ça, c'est quelque chose. On a des clients qui font et qui ont quelques centaines de serveurs et qui approchent, ils n'en sont pas tout à fait là, mais qui approchent le fonctionnement qui ont interfacé avec un Azure Active Directory ou Git aujourd'hui dans le monde on-prem. Hein, enfin, voilà, c'est le même nom. Hein, ils ont racheté le produit, hein, mais c'est le même produit. Ça a changé de nom quand c'est dans le cloud. Mais bien sûr, ça va évoluer beaucoup plus sur Azure, comme je le dis. Mais globalement, voilà les dernières nouveautés et une trajectoire que je vous souhaite et où on peut vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter parce que ça paraît très compliqué. C'est pas forcément, c'est pas simple pour un néophyte, normal, mais à partir du moment où vous expliquez les choses à quelqu'un qui s'intéresse à l'informatique et au cloud, eh bien, ça reste évidemment à la portée d'un grand nombre. Donc, je vous invite à nous suivre et à nous poser vos questions. Laetitia, est-ce qu'il y a, je te passe la Alors, main. merci José. Oui, il y a une question qui a été posée pendant ta présentation. Combien de temps dure la mise en place d'un cloud? Alors, la mise en place, la mise à disposition de notre application en mode cloud, C'est ça. euh, paramétré, mis en place, c'est 3 jours, prêt à être à utiliser. Et ça, c'est notre worst case. Ok, merci. Et une question par rapport à l'environnement hybride ou l'utilisation du cloud uniquement pour les tests. Est-ce qu'on peut avoir comme ça un environnement Alors, on peut effectivement mettre des environnements à disposition pour s'approprier la techno et le mode de fonctionnement surtout. C'est un mode de fonctionnement différent et démarrer avec les tests et aller avec la production dans une phase 2, absolument. Faire du on-prem, puis après on passe en phase 2 et on va s'apercevoir que c'est naturel. De surcroît, nous, notre solution, comme elle est ISO code on-prem et cloud, c'est transparent. Et ça, c'est assez rare. C'est le Graal. Nous, chez SMA Upcon, on avait fait ce pari-là il y a 5, 6 ans. Et pari gagnant parce que tous nos clients, qu'est-ce qu'ils sont heureux quand on leur dit que de mettre votre produit dans Azure Cloud Native, c'est 2 heures, c'est une opération technique et tu n'as rien à tester. On te garantit la transition. Alors, évidemment, avec des coûts de service, c'est pas un projet. Autre euh, question? merci. Non, on n'avait pas d'autres questions. Eh bien, merci pour votre attention et comme je vous disais, je suis à votre disposition. Suivez-moi sur LinkedIn. Vous avez mon email, mes coordonnées pour toute information ou expertise nécessaire. À bientôt.